Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Soyez les bienvenus à cette réunion à nouveau du Wave Club Actionnaire après notre dernier rendez-vous qui avait eu lieu début avril en présentiel dans nos locaux et qui fait surtout suite à la publication ce mercredi des résultats annuels 25-26, de la publication de nos perspectives pour 26-27 et de notre nouveau plan stratégique Lead the Shift auquel vous avez, pour certains d'entre vous, contribué il y a quelques semaines. On va avoir le plaisir de rentrer davantage dans le détail aujourd'hui avec vous. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à Wavestone. Mon nom est Benjamin Clément, je m'occupe des relations actionnaires et investisseurs et j'ai le plaisir d'avoir avec moi autour de la table aujourd'hui Pascal Imbert, président directeur général, cofondateur de Wavestone. Bonjour Pascal. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Carsten Hoffner est également avec nous, directeur général délégué. Bonjour Carsten. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous. Et Laurent Stoupi, directeur financier. Bonjour Laurent. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. On va revenir, je vous le disais, sur les résultats 2025-2026, résultats financiers et extra-financiers. On reviendra également, je vais me permettre simplement de couper le micro. Non, je ne savais pas. Formidable, merci beaucoup. On va donc revenir, comme je vous le disais, sur les résultats 25-26, à la fois financiers et extra-financiers avec Laurent. On reviendra ensuite sur les événements marquants de l'année avec un éclairage particulier sur l'intelligence artificielle avec Pascal. Et on vous partagera ensuite, via Carsten, les éléments de notre nouveau plan stratégique à horizon 2030, Lead the Shift. Et malgré la présentation un peu dense, on va garder du temps pour pouvoir répondre à vos questions à l'issue de cette présentation. Laurent, je te laisse la parole tout de suite pour commencer par les résultats financiers de l'exercice. Très bien, merci Benjamin. Donc, je vous propose de présenter d'abord les principaux éléments financiers de l'exercice 2025-2026, en commençant en fait finalement par le chiffre d'affaires. Donc, comme vous pouvez le voir, Wavestone a réalisé sur cet exercice un chiffre d'affaires consolidé de 954,3 millions d'euros, une progression de 1%. Pour mémoire, les effectifs, incluant WeVoo, s'élèvent à 6 111 collaborateurs au 31 mars 2026, avec environ 900 recrutements bruts réalisés sur l'année. Le taux de turnover est quant à lui ressorti à 12%, stable sur un. Si l'on regarde maintenant en fait la PNL, en fait, après prise en compte de l'amortissement de la relation clientèle et des autres produits et charges opérationnelles, le résultat opérationnel s'est établi à 111,5 millions d'euros, en progression de 2%. C'était petit. Pour commencer par le résultat opérationnel récurrent à 119,9 millions d'euros, donc il est ressorti en fait à 12,6% sur le revenu total, stable par rapport à l'année précédente. Après prise en compte de l'amortissement de la relation clientèle et des autres produits et charges opérationnelles, le résultat opérationnel s'est établi à 111,5 millions d'euros en progression de 2%. Le coût de l'endettement financier net a diminué à 0,5 millions d'euros contre 3,2 millions d'euros un an plus tôt, qui traduit l'amélioration de la situation financière de Kevin. Les autres produits et charges financiers se sont établis à 1,6 million d'euros, principalement composés des charges d'intérêt liées aux dettes locatives IFRS 16. La charge d'impôt s'est élevée à 27,2 millions d'euros, stable par rapport à l'exercice précédent. Au total, le résultat net s'est ainsi établi à 82,1 millions d'euros, en progression de 8%, qui correspond à une marge nette de 8,6% contre 8% à l'an dernier. Le résultat net part du groupe, dilué par action, ressort ainsi à 3,34 euros, contre 3,09 euros en 2024-2025. En ce qui concerne le bilan, les capitaux propres s'élevaient à 702,5 millions d'euros au 31 mars 2026, contre 633,4 millions d'euros un an plus tôt. À cette même date, le cabinet disposait d'une trésorerie nette de 121,4 millions d'euros, contre 25,6 millions d'euros un an plus tôt. Vous voyez ici l'évolution sur le slide d'après, l'évolution de l'action Wavestone sur les 18 derniers mois. Depuis le début de l'année calendaire 2026, l'action Wavestone est une action qui a été sous pression, notamment sous l'effet du SaaS, qu'on appelle le SaaS Apocalypse, donc qui a engendré une chute très importante des actions des sociétés, notamment du software, début de février 2026.
Un mot maintenant sur les résultats, nos résultats extra-financiers en fait, de l'exercice. Le bilan sur le plan de nos actions RSE est très positif, avec l'ensemble de nos objectifs atteints et certains qui sont même dépassés. Le cabinet a consolidé un excellent niveau de satisfaction de ses clients avec un Net Promoter Score en progression de 10 points à 80 points. Nous avons par ailleurs poursuivi le déploiement de notre démarche de conseil responsable, auquel désormais 85% des collaborateurs ont été formés. Sur le volet social, l'engagement des collaborateurs s'est sensiblement amélioré à 70, en ligne avec notre objectif. La représentativité des femmes dans les fonctions d'encadrement a quant à elle progressé d'1,5 point pour atteindre 34%. Enfin, sur le plan environnemental, nous avons largement dépassé nos objectifs concernant la réduction de notre empreinte carbone, que ce soit sur nos émissions directes ou nos émissions indirectes. En ce qui concerne notre feuille de route RSE, elle a connu également des avancées significatives. Sur le plan RH, la structuration de l'équipe centrale dédiée à la formation et la mise en place d'une feuille de route ambitieuse, en particulier en matière d'IA. Sur le plan sociétal, l'élaboration d'une politique achat responsable et d'objectifs associés. Et enfin, des avancées sur le plan environnemental, avec la formalisation de nos efforts de décarbonation dans le cadre d'un plan de transition climatique. Plus largement, en matière d'évaluation externe de notre performance extra-financière, nous avons à nouveau atteint notre objectif de figurer dans le top 5% des entreprises les plus empruntantes en matière de RSE, avec nos résultats Etifinance en progression de 8 points. Petit bémol en fait concernant l'évaluation EcoVadis qui a un peu décru, notamment du fait de retard qu'on a un peu pris en fait sur la politique d'achat responsable. Voilà. Je redonne maintenant la parole à Pascal pour vous parler d'un sujet au cœur de l'actualité qui est l'intelligence artificielle. Bien. Et en fait, peut-être pour commencer, qu'est-ce que représente aujourd'hui l'intelligence artificielle sur le marché du conseil? L'intelligence artificielle, c'est en train de devenir, pour tous nos clients, une priorité stratégique. Tous les dirigeants que nous rencontrons chez nos clients nous indiquent qu'ils font maintenant du sujet de la transformation IA de leur entreprise un sujet de comité exécutif. Et ça devrait dire qu'il y a de moins en moins de doutes sur l'importance de la transformation qui est en train de se produire. Nous sommes en train d'assister à l'émergence d'une transformation aussi puissante, aussi disruptive que la révolution digitale que nous avons connue dans la décennie précédente. Une transformation qui va impacter en profondeur le métier de notre client, qui en beaucoup de points ressemblera à la transformation digitale, mais avec une différence, c'est qu'elle ira 2 fois plus vite. Et c'est ce facteur de vitesse qui change tout, qui crée à la fois l'opportunité et en même temps une très forte pression pour nos clients. Concrètement, nos clients doivent mener de front 3 transformations exigeantes simultanées. La première, c'est de démultiplier la productivité de leurs collaborateurs et d'inventer de nouvelles façons de travailler avec l'IA. La deuxième, c'est de combiner les gains d'efficacité opérationnelle avec une refonte de leurs processus les plus critiques, pensés en premier lieu pour l'IA. Et la troisième, c'est de construire progressivement des expériences, des produits, des services, des interactions avec leurs clients qui sont nativement conçus autour de l'IA. Ce spectre donc va du gain rapide et visible qu'il faut très rapidement matérialiser pour rester dans la course pour nos clients, jusqu'à la réinvention en profondeur de leur modèle opérationnel et ensuite même de leur modèle d'affaires, des produits et des services qu'ils proposent à leurs propres clients. Tout cela doit être conduit rapidement, mais tout en maîtrisant de forts impacts sur les ressources humaines et en se préparant à un paysage concurrentiel qui va se recomposer avec des entreprises nativement IA qui vont chercher à venir disrupter leur chaîne de valeur. Venons-en concrètement à ce que cela représente pour Wavestone, car la transformation IA des clients va se traduire
par des opportunités extrêmement importantes qui vont certainement être le moteur principal de Wavestone dans les 10 années qui viennent. Notre signature vis-à-vis de nos clients, c'est de couvrir l'intégralité de la chaîne de valeur, depuis l'identification des meilleurs cas d'usage, du cadrage de la transformation qu'ils ont à opérer, jusqu'à la mise en œuvre de cette transformation et à l'accompagnement, à l'adoption des nouvelles pratiques à l'heure de livre. Ça passe par 3 leviers. Ça passe d'abord par le fait de construire les fondations d'une croissance de l'intelligence artificielle à l'échelle, une adoption des nouvelles manières de travailler dans l'ensemble des services et des équipes de l'entreprise. Et pour construire ces fondations, il faut adopter des règles de pilotage de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. Il faut mettre en œuvre un modèle opérationnel, des données, des plateformes d'intelligence artificielle, des plateformes d'agents et des cadres de confiance permettant de disposer des fondations qui vont permettre ce fameux passage à l'échelle. Le deuxième levier, ça va être d'aider nos clients à aller vite dans le déploiement de l'intelligence artificielle et la transformation IA. Ça va être dans un certain nombre d'industries une course de vitesse. Et donc, nos clients ont besoin que nous les aidions à accélérer le déploiement, à accélérer la mise en œuvre à l'échelle de toute l'entreprise des initiatives qui ont démontré leur valeur. Et enfin, nous allons devoir plus en profondeur accompagner la transformation des métiers de nos clients à travers des modèles opérationnels enrichis par l'IA et des modèles d'affaires qui passent par des produits et des services profondément réinventés à l'ère de l'IA, à l'ère des agents, avec, bien sûr, là encore, beaucoup de conduites de changement, beaucoup d'aide à l'adoption pour les équipes qui développent le chiffre d'affaires de nos clients. Cette approche s'appuie sur des partenariats forts avec les principaux acteurs du marché en matière d'intelligence artificielle, les acteurs spécialisés comme OpenAI et Anthropic, les acteurs qui viennent du monde des hyperscalers comme Microsoft, Google, ou encore des acteurs plus tournés vers la souveraineté et l'indépendance comme Mistral AI en France. Ces relations, elles se nourrissent de nombreux succès que nous avons commencé à engranger ensemble. Et notre valeur pour ces partenaires, elle réside d'une part dans le fait que nous maîtrisons leur technologie et nous sommes capables d'apporter des résultats différenciants là où tout se joue réellement, c'est-à-dire sur l'adoption par un grand nombre de collaborateurs dans les très grandes entreprises que nous avons l'habitude d'accompagner. Notre valeur, elle se joue par ailleurs dans le fait que nous comprenons très bien le métier de nos clients, nous comprenons très bien leur processus, leur système d'information, et ça nous permet de placer la technologie proposée par ces acteurs de l'IA aux bons endroits, de l'utiliser à bon escient pour rapidement créer une valeur qui va être directement palpable, tangible pour le métier de l'entreprise que nous sommes en train de servir et que nous savons en outre piloter et mesurer. Et jusqu'à présent, notre développement dans l'IA est un succès et montre la pertinence de notre approche. Il se lit directement dans nos chiffres, l'accélération est tangible, on est passé de 8% de notre chiffre d'affaires lié à l'IA sur l'exercice précédent, 2024-2025. Sur le dernier exercice 2025-2026, elle représente désormais 17%, elle fait plus que doubler la part de notre activité dans le domaine de l'IA, et ce sera certainement plus de 25% dès l'exercice prochain. Au-delà du pourcentage de chiffre d'affaires, un autre chiffre illustre la profondeur de cette dynamique. Nous travaillons aujourd'hui sur l'intelligence artificielle pour plus de 100 clients de premier rang, et ceci dans l'ensemble des régions où Wavestone est présent. Ce n'est pas une activité concentrée sur quelques comptes ou quelques géographies, c'est un mouvement de fond que nous déroulons à l'échelle de l'ensemble du cabinet. Regardons maintenant, au-delà de l'IA, ce qui s'est passé plus largement dans le cadre de notre activité en 2025-2026, en commençant par l'évolution de la répartition de notre chiffre d'affaires qui illustre en particulier les dynamiques sur le plan sectoriel. Vous voyez que l'énergie a continué à progresser et est maintenant devenue le premier secteur d'activité client du cabinet. Elle représente maintenant 18% du chiffre d'affaires, contre un petit peu moins
l'année dernière, et nous pensons que ce secteur va être un secteur durablement en croissance pour les cabinets, en particulier dans nos activités européennes, dans chacun des pays européens. L'énergie est un secteur qui alloue énormément d'investissements pour des raisons bien évidentes d'indépendance énergétique et de lien très direct entre l'énergie et la compétitivité des différentes économies européennes. L'assurance suit immédiatement derrière et elle continue à bien résister. La banque recule encore un peu. C'est une décroissance continue depuis maintenant 3 ans. Mais je dirais qu'en 2025-2026, ce recul a commencé à petit à petit se stabiliser. Nous étions à 16% en 24-25, en 2025-2026, on est passé à 15%. Et cette tendance est sans doute en train de connaître maintenant un point d'inflexion. Nous observons une légère reprise de notre chiffre d'affaires dans le domaine de la banque. Nous l'avons observé à partir de la fin de l'exercice dernier et nous commençons à l'apercevoir plus nettement dans le cours de l'exercice 2026-2027 que nous venons de démarrer. Enfin, le secteur du transport, lui, recule sensiblement en passant de 15% à 13% de notre chiffre d'affaires, avec une activité en repli sensible chez certains clients comme Deutsche Bahn ou SNCF, qui nous a amené à connaître un certain nombre de replis de chiffre d'affaires dans ce secteur du transport. Il y a quelques tendances que je voulais évoquer. Vous voyez qu'il y a des dynamiques assez différenciées d'un secteur à l'autre qui doit nous amener en permanence à rééquilibrer finalement le poids de notre chiffre d'affaires entre nos différents clients et les différentes industries que nous servons, de manière à pouvoir aller chercher la croissance là où elles sont. Si j'en viens maintenant à une analyse un peu plus large de notre activité au cours de l'exercice 2025-2026, je dirais que c'est un exercice au cours duquel notre performance a été contrastée dans un environnement de marché qui a été exigeant et en particulier au cours du premier semestre de l'exercice qui a coïncidé avec l'arrivée des barrières douanières qu'ont mis en place les États-Unis et qui ont provoqué beaucoup d'attentisme, beaucoup d'attitudes prudentes de la part de nos clients dans leurs investissements. Et dans le courant de cet exercice 2025-2026, il y a eu un certain nombre de succès, premier plan desquels les positions que nous avons pu renforcer sur des sujets porteurs du marché, l'IA, mais également la cybersécurité, le cloud, SAP, et nous avons réussi à profiter de la dynamique que nous pouvions trouver dans des secteurs plus résilients que les autres, et particulièrement la prise de position en quelques années de Wavestone sur le secteur de l'énergie est un véritable succès. Mais dans le même temps, dans le courant de l'exercice, d'autres activités ont pesé sur la performance du cabinet, et au global, le taux d'utilisation a été insuffisant. La croissance très modérée du cabinet se traduit par ailleurs par une dégradation progressive du ratio entre le prix de vente et les salaires, sous l'effet d'une expérience moyenne qui progresse, un recrutement relativement prudent et un turnover qui est plutôt à un niveau bas, amène en effet nos équipes à prendre de la seniorité petit à petit, et nous n'arrivons pas à matérialiser cette seniorité supplémentaire par une amélioration des prix de vente dans un contexte de marché dans lequel la demande est relativement basse et donc la compétition extrême, ce qui explique ce début de dégradation. J'ai déjà évoqué finalement les secteurs qui tiraient les sujets qui tiraient leur épingle du jeu, les secteurs dans lesquels il y a une bonne dynamique. J'ajouterais qu'une des complexités du marché en ce moment, c'est le fait que la volatilité du marché est extrêmement forte, le fait que le contexte géopolitique soit très mouvant, le fait que l'économie soit dans une situation relativement atone sur tout le continent européen, ça amène finalement des évolutions d'un trimestre sur l'autre qui peuvent être assez marquées, d'un secteur à un autre, d'un sujet à un autre. Et donc, une des clés du succès dans cette période, c'est de faire preuve de beaucoup d'agilité. Nous avons sans doute encore à travailler sur ce sujet.
Je dirais enfin, pour commenter cette activité et apporter un peu plus de couleur finalement sur le déroulement de l'exercice, que la diversité elle a été également présente sur le plan géographique. Notre activité a un peu reculé en Allemagne, avec pour autant une légère amélioration de la rentabilité sur ce périmètre. Elle a reculé plus sensiblement au Royaume-Uni, avec là, en revanche, une rentabilité qui a été assez sensiblement pénalisée par ce recul de l'activité. En France, l'activité a connu une croissance modérée, mais une croissance quand même, avec par contre une érosion de la rentabilité. En France, la bonne nouvelle vient en revanche de Weevoo, qui est une société acquise en début d'exercice, qui a connu à la fois une forte croissance et une belle progression de sa marge grâce aux synergies qui se sont très rapidement installées entre Weevoo et le reste des activités de Waveflow. Enfin, pour terminer par la géographie la plus dynamique, nos équipes en Amérique du Nord ont réussi à maintenir tout au long de l'exercice à la fois une très belle croissance et une progression continue de la rentabilité. La croissance en Amérique du Nord a été la croissance la plus forte du cabinet, une croissance à 2 chiffres, et une rentabilité qui a été la rentabilité également la plus élevée du cabinet. Si je me tourne maintenant vers 2026-2027, je dirais que l'environnement continue à nous inciter à la prudence. Le marché en Europe est certes en amélioration par rapport à 2025. Je dirais après la sidération de nos clients face aux épisodes de guerre commerciale qui ont beaucoup occupé l'année 2025. Petit à petit, nos clients reprennent le cours normal de leurs activités. Et je dirais que cette amélioration reste très progressive parce que globalement, le contexte économique reste peu engageant. Et par ailleurs, de nouveaux nuages commencent à se profiler à l'horizon, et en particulier la situation au Moyen-Orient est susceptible de générer une nouvelle dégradation de la situation économique en Europe. On en voit les prémices dans certains pays qui voient leur prévision de croissance se réduire et qui voient par ailleurs l'inflation et donc certainement prochainement les taux d'intérêt remonter, ce qui bien sûr va provoquer à nouveau des difficultés sur la situation économique globale de ces économies. Donc, notre priorité en 2026-2027, ça va être bien sûr d'accélérer notre croissance. La croissance de 2025-2026 était trop modérée. Donc, nous voulons faire progresser cette croissance. Nous voulons faire progresser également notre rentabilité. Mais pour le faire, nous devrons avant tout compter sur nous. Nous ne pouvons pas nous attendre à être tirés par le marché. Et donc, nous avons à travailler sur le renforcement de notre exécution et sur le fait d'accélérer une transformation que nous avons opérée pour être plus performants. Une exécution et des transformations qui portent à la fois sur le plan commercial, sur le repositionnement, sur les sujets les plus porteurs et sur l'agilité que tu as déjà évoquée à plusieurs reprises au cours de cet éclairage. Il est clair que sur ce plan, nous ne sommes pas encore à un niveau satisfaisant. Nous avons pris du retard dans l'amélioration de nos performances. Ça nous amène d'ailleurs à indiquer le fait que nous ne sommes plus en mesure de confirmer notre retour à une marge opérationnelle récurrente de 15% à l'horizon 2027-2028. Et le retard dont je viens de parler, vous le constatez dans les objectifs prudents que nous formulons pour l'exercice 2026-2027. Les objectifs qui visent à une croissance organique en progression par rapport à 2025-2026, mais une progression qui sera quand même progressive de quelques points par rapport au 1% de croissance que nous avons délivré en 25-26. Et en matière de rentabilité, nous visons une marge opérationnelle récurrente située aux alentours de 13%. Terminer ce panorama de la situation de Wavestone, je vous propose également de faire un point sur le processus de transition managériale. Nous venons de le voir, nous sommes à un moment charnière avec plusieurs défis à relever pour Wavestone, des défis qui sont liés au marché, marqués par une activité économique atone et une forte incertitude et une grande volatilité, des défis qui tiennent aussi à nos propres performances. Nous avons du travail
à réaliser pour provoquer une amélioration plus nette de nos performances. Le troisième défi, c'est la vague IA, qui arrive encore plus vite que ce que nous pensions. C'est bien sûr avant tout une formidable opportunité pour Wavestone, mais c'est aussi une vague qui est porteuse de nouveaux défis pour le cabinet. Et donc, dans ce contexte qui est le contexte d'une période délicate au cours de laquelle nous avons un certain nombre de transformations à opérer et de challenges à relever, le conseil d'administration de Wavestone a décidé d'aménager le plan de transition managériale en accord avec Carsten et moi-même, de manière à opérer de manière plus progressive que ce que nous avions annoncé initialement. Donc, nous entamons ce processus de transition managériale et à partir du 1er août 2026, Benoît Darbre va devenir directeur général délégué aux côtés de Carsten. Pour sa part, Patrick Irigoyen va, comme prévu, quitter sa fonction de directeur général délégué avant de mettre un terme à ses activités professionnelles dans l'année à venir. Je vais pour ma part rester directeur général un peu plus longtemps afin de permettre à Wavestone de continuer à être doté d'une direction générale renforcée à 3 têtes pour mener à bien les travaux à venir, en ce compris le lancement de Lead the Shift, notre nouveau plan stratégique. Carsten prendra la direction générale de Wavestone dans 2 ans, à l'issue de cette période charnière, une fois que nous aurons à nous 3 placé Wavestone sur de bons rails pour entamer son nouveau cycle de croissance. Je laisse maintenant la parole à Carsten, qui va justement nous parler de Lead the Shift, le nouveau plan stratégique de Wavestone. Merci Pascal. Nous allons maintenant vous présenter notre plan stratégique à horizon 2030 que nous avons intitulé Lead the Shift. Ce plan constitue la nouvelle feuille de route de Wavestone avec l'ambition d'ouvrir un nouveau chapitre dans le développement du cabinet. En 2021, nous lancions notre précédent plan stratégique, Impact, à horizon 2025, qui a marqué un changement à l'échelle majeure pour Wavestone. En 4 ans, le chiffre d'affaires du cabinet est passé de 420 000 à 950 000 millions, pardon, pas 1000, mais 420 millions d'euros à 950 millions d'euros, soit un niveau significativement supérieur à l'objectif initial de 750 millions d'euros. La part de l'activité internationale a elle fortement progressé, passant de 15 à 50% de chiffre d'affaires du cabinet. Dans le même temps, Wavestone est resté à la pointe en matière de RSE. Enfin, le cabinet a renforcé son leadership sur les exercices clés, notamment SAP, le cloud, la cybersécurité et la transformation digitale. Pour construire Lead the Shift, Wavestone s'est engagé depuis février 2026 dans une réflexion stratégique approfondie et collective. L'objectif n'était pas de faire un simple exercice théorique, mais bien de bâtir un plan profondément ancré dans notre environnement et aligné avec les attentes de nos parties prenantes. Et pour ça, on a fait plus que 1000 conversations avec des clients. On a fait des entretiens avec des vendors, business partners et conférenciers. On a parlé avec des analystes et on a inclus plus que 2000 personnes de notre équipe. Si nous projetons sur cet horizon à 2030, quels sont les enjeux pour nous? En fait, maintenant je pense que ça ne marche pas avec le slide, Benjamin. Peut-être si tu peux. Celui d'après. Celui d'après, oui. D'accord, merci beaucoup. Si nous projetons sur cet horizon à 2030, quels sont les enjeux pour Wavestone? D'une part, nous devons relancer notre dynamique de croissance et notre performance en surmontant certaines faiblesses auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés. D'autre part, nous devons relever les défis posés par 2 mutations structurelles majeures. Premièrement, l'environnement géopolitique. Après des décennies de mondialisation continue,
le monde devient désormais de plus en plus fragmenté. En conséquence, les priorités de nos clients évoluent d'une logique globale, lean, just-in-time, vers une approche davantage centrée sur la résilience, l'autonomie et l'agilité. Deuxièmement, la révolution de l'IA. L'IA déclenche une nouvelle révolution industrielle et sociétale à un rythme inédit. Pour nos clients, il s'agit d'un changement de paradigme majeur. Ils devront repenser leurs opérations, leurs produits et leurs services et se préparer à faire face aux disruptions de nouveaux concurrents AI natifs. Tirant les enseignements de notre performance récente et répondant aux mutations structurelles qui redessinent nos marchés, Leadership s'articule autour de 3 piliers qui se renforcent mutuellement. Premièrement, nous allons relancer la dynamique et accélérer la croissance de notre cœur d'activité. L'objectif est de renouer ici la fin du plan avec une croissance organique annuelle d'environ 5%, de relancer la croissance externe et de restaurer progressivement la rentabilité conforme aux standards du cabinet. Deuxièmement, nous allons franchir une nouvelle étape dans l'expansion internationale de Wavestone, en renforçant nos positions sur les marchés clés comme la France, Germany, Switzerland et Austrie, et les États-Unis et le UK, qui on va intégrer plus fort qu'avant. L'objectif de bâtir le développement futur du cabinet sur 3 puissants moteurs de croissance rentable. Troisièmement, nous allons positionner Wavestone à la pointe de transformation IA, à la fois pour nos clients et au sein de nos propres opérations. Ce faisant, nous voulons faire l'IA un nouveau moteur de croissance pour Wavestone. Ensemble, ces 3 piliers forment une feuille de route cohérente de croissance. Ils ont été conçus pour se renforcer les unes les autres et permettre à Wavestone de capter les opportunités dans un marché de plus en plus fragmenté et tiré par la technologie. L'IA représente non seulement une opportunité de croissance majeure pour Wavestone, mais aussi un impératif de transformation structurelle pour le cabinet lui-même. Dans ce contexte, nous avons lancé plusieurs initiatives de transformation. Tout d'abord, nous déployons un ambitieux programme de montée en compétences avec pour objectif de tous les collaborateurs parlent couramment l'intelligence artificielle. Parallèlement, nous visons à transformer en profondeur notre manière d'opérer avec l'ambition de devenir un pionnier dans les intégrations de l'IA au sein de nos propres opérations et de faire de nos modes de travail augmentés par l'IA une référence sur le marché. Nous allons également pleinement intégrer l'IA dans les missions de conseil afin d'accroître la valeur apportée à nos clients à coût équivalent, notamment en améliorant le ratio valeur-coût de nos prestations. Nous allons aussi disrupter de manière proactive certaines offres qui ne seront plus pertinentes. À horizon 2030, nous anticipons un impact mesurable sur notre modèle économique. Certaines de nos offres actuelles seront progressivement abandonnées jusqu'à 15% de nos activités. Par exemple, le pen testing en cybersécurité ou certaines migrations techniques sur les projets SAP. Et nous observerons environ de 10% de déflation des volumes du fait des gains de productivité à l'IA. Cependant, ces effets seront largement compensés par le développement de nouvelles activités liées à l'IA, dont l'impact positif sera très supérieur à l'impact négatif. Leadership traduit notre ambition stratégique en objectifs financiers et extra-financiers, clairs et mesurables. À l'horizon 2030, Wavestone vise 1,4 milliard de chiffre d'affaires, dont environ 350 millions en Germany, Switzerland, Austria, et environ
350 millions dans la région États-Unis, Royaume-Uni. Nous visons une marge opérationnelle récurrente comprise entre 14 et 16%, tout en maintenant notre position parmi les 5% d'entreprises les plus performantes sur le plan extra-financier. Cette trajectoire intégrait une marge de manœuvre permettant à Waystone de s'adapter à l'incertitude et à la volatilité, tout en continuant à investir pour sa croissance de long terme. Point important. LeaderShift s'appuie sur une capacité d'investissement substantielle, jusqu'à 100 millions d'euros d'OPEX dédiés à l'IA et jusqu'à 800 millions mobilisables pour la croissance externe, financés principalement par des flux de trésorerie du cabinet et, le cas échéant, complétés par des financements bancaires. Avec LeaderShift, nous ouvrons un nouveau chapitre dans le développement de Waystone. Combiner leadership en IA, dimension internationale et croissance durable pour bâtir la version augmentée de Waystone. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Il nous reste un petit peu de temps. La présentation était très complète, mais nous avons du temps pour des questions. Vous pouvez soit utiliser le chat, comme cela vient d'être fait, ce qui va me permettre de poser la première question, soit utiliser le bouton lever la main dans Teams, que vous connaissez maintenant, pour pouvoir intervenir directement à l'oral. Je vois que j'ai déjà deux questions dans le chat que je découvre en même temps que vous et que je vous énonce, et je vous laisserai ensuite déterminer lequel d'entre vous prend la réponse. La première question est autour de l'activité IA. Génère-t-elle aujourd'hui une marge opérationnelle récurrente supérieure ou inférieure au reste des activités? Et qu'anticipez-vous pour le futur? L'activité IA a vocation à être une activité qui va devenir progressivement une des activités les plus rentables du cabinet. Il y a un certain parallèle entre l'activité de Waystone dans le domaine de la cybersécurité et l'activité centrée sur la technologie IA, qui nous fait penser qu'effectivement, vu la rareté des compétences, vu l'importance de l'utilisation de la technologie, on sera capable de dégager une marge supérieure sur cette activité. Pour autant, aujourd'hui, on fait le choix de privilégier la prise de part de marché sur cette activité par rapport au fait d'en faire un moteur de rentabilité de premier plan. Je pense que c'est très important stratégiquement de prendre position chez le plus de clients possible sur ce sujet-là, parce que c'est, comme on l'évoquait tout à l'heure, certainement un moteur de croissance puissant pour le futur. Et donc, c'est un choix qui nous amène à être assez agressif, assez compétitif sur le plan commercial, pour ne jamais prendre le risque de perdre une affaire clé au profit d'un de nos concurrents, en n'étant persuadé que les affaires qu'on signe aujourd'hui chez nos clients vont donner lieu à une génération ensuite de nombreux autres projets pour accompagner une transformation de plus en plus massive chez ces clients. Toujours sur l'intelligence artificielle, une deuxième question, cette fois-ci plus orientée, en tout cas qui lie l'IA au sujet RH. Certains cabinets outre-Atlantique ont décidé de réduire leur masse salariale et d'augmenter leur force de frappe via le recours massif aux agents IA et à la formation des équipes. Comment est-ce que Waystone perçoit cette approche et quelles seront les réactions du cabinet face à la seniorisation de ces équipes sans augmentation significative du taux journalier moyen? C'est la combinaison, enfin le consultant augmenté et le fait de démultiplier l'action des consultants grâce à des agents, c'est quelque chose qui va être très très lié aux disciplines sur lesquelles travaillent les consultants. Et donc, l'arrivée de l'IA va avoir un impact très différencié sur les activités de conseil en fonction des types d'activités de conseil qu'on va être amené à pratiquer, et parfois d'ailleurs en fonction également, même dans un même segment d'activité, des sujets sur lesquels on va travailler. Pour donner un exemple, dans les cabinets de conseil en stratégie, il y a une part très importante de l'activité des consultants qui est liée à ce qu'on appelle la recherche, c'est-à-dire le fait d'analyser beaucoup de données pour produire un certain nombre d'éléments qui permettent ensuite d'apporter beaucoup de valeur aux clients
dans le cadre des recommandations et en particulier des données de marché, des analyses finalement d'un certain nombre de facteurs clés de succès dans un certain nombre d'industries. Tout ce travail back-office, il va être très certainement très fortement accéléré par les IA et les agents IA. Dans le domaine juridique, dans le domaine du chiffre, on voit aussi que ce sont des matières qui se prêtent très très bien à très fortement accélérer la productivité des collaborateurs, même si, in fine, sur ces domaines, le jugement humain va rester essentiel, parce que quand on achète une prestation dans ces domaines-là, à la fin, on achète aussi une signature et garantie d'une marque, mais pour autant, il peut y avoir une accélération très forte. On pense que dans le domaine du conseil en transformation, cette accélération est moins forte du fait qu'on est dans une activité de conseil qui est une activité, pour utiliser une terminologie anglaise qui est assez parlante, qui est relation intensive, intensive en relation. Et dès qu'on est dans l'interaction avec le client, l'interaction avec les parties prenantes du client, ses fournisseurs, ses propres clients, ses partenaires, immédiatement l'IA a un impact beaucoup moins fort. Et donc, on ne perçoit pas une transformation profonde de la productivité des consultants envisageable par du recours massif à des agents, tout en restant prudent. On est peut-être à la veille d'autres ruptures technologiques dans le domaine de l'IA qui pourraient changer la donne, mais ce n'est pas notre sentiment. N'hésitez pas, je ne vois plus de questions pour l'instant dans le chat, ni de main levée, mais n'hésitez pas à intervenir. On a encore quelques minutes. Le temps que la prochaine question soit posée ou qu'une main se lève, je vais vous en poser une de mon côté. On a un certain nombre de personnes qui sont connectées et qui ont contribué directement à la préparation de ce plan stratégique lors de notre dernier club actionnaire. Vous avez un petit peu évoqué tout à l'heure pourquoi finalement il était important pour Wavestone que les gens contribuent à l'externe, des clients, des parties prenantes au plan stratégique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez retiré de ces conversations-là et en quoi elles ont été utiles pour bâtir ce plan stratégique? Alors, sur l'IA, ils ont été fondamentales parce que il ne nous a pas échappé qu'il y a énormément de papiers qui sortent avec des opinions très très diversifiées sur les effets de l'IA, et c'était bien de remettre la voix du client au centre de notre réflexion. Et donc, on n'y a pas idée de maman. Carsten disait qu'on a rencontré 1100 clients, d'ailleurs, ça me fout la troupe, je me demande du coup quel impact ça a eu sur nos facturations pendant ce plan. Mais ça a permis de remettre au clair un certain nombre de sujets. Par exemple, il y a énormément de papiers sur l'évolution des modèles de tarification dans le domaine du conseil. On s'est rendu compte que c'était une préoccupation tout à fait marginale pour nos clients. Ça a permis aussi de refaire émerger un truc qui est absolument fondamental, en particulier pour les clients européens, qui est que l'IA va avoir un impact profond sur les transformations humaines, et c'est une des préoccupations de premier plan de nos clients. Ça a permis aussi de renforcer, d'alimenter certaines convictions qu'on pressentait, mais sur lesquelles on pouvait manquer de matière. Et je dirais sur la perception boursière de Wavestone, c'était extrêmement intéressant. Par ailleurs, de bien comprendre ce qu'étaient les questions que se posaient nos actionnaires, aussi bien institutionnels qu'individuels, et dans le cadre des analyses qu'on a pu livrer dans le cadre de notre plan stratégique, ça nous a amené à rentrer plus dans le détail, par exemple sur le potentiel de disruption de notre activité par l'IA, et sans doute pas un travail qu'on aurait fait de manière aussi approfondie. Et on n'avait pas eu ces interactions. Je me rends compte qu'il y a une partie de la question à laquelle nous n'avons pas répondu, Benjamin, de la question précédente à laquelle nous n'avons pas répondu, qui est la réaction de Wavestone face à la seniorisation de ses équipes sans augmentation significative du TGA. Notre réaction, dans un premier temps, elle est avant tout faire des efforts sur l'amélioration de la croissance du capital. Parce que ce qui permet
rétablir l'équilibre, c'est d'être sur un rythme de recrutement plus élevé. Et donc, le fait de revenir à une croissance plus significative, c'est le levier de premier plan pour éviter que l'on soit face à une seniorisation qui devient excessive par rapport aux prestations qu'on délivre. Et la deuxième réponse, c'est le fait d'être très attentif à très rapidement faire pivoter une large part de l'activité de Wavestone vers des sujets chauds du moment, et en particulier vers l'IA, pour être sur des sujets sur lesquels progressivement on va être capable d'apprécier nos prix de vente. J'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, on cherchait à prendre de la part de marché sur l'IA, mais très rapidement, à partir du moment où on aura pris une position forte sur le marché, on va être capable de jouir d'un pouvoir sur les prix, d'un pricing power, comme disent les Anglais, qui va nous permettre de progressivement, non pas seulement travailler sur le salaire moyen de nos équipes, mais aussi de recommencer à apprécier nos prix de vente. Monsieur Bernard, j'ai vu que vous aviez activé votre micro avec une question. Oui, bonjour messieurs. Voilà, vu l'augmentation des taux d'intérêt, est-ce que le cabinet pense à se désendetter et quel est le taux d'endettement du cabinet? On l'a en fait d'ores et déjà accompli puisqu'on a remboursé l'ensemble des dettes bancaires de Wavestone à la fin du premier semestre, début de second semestre. Donc aujourd'hui, en fait, Wavestone n'a plus de dette. Ok, il n'a que de la trésorerie. Et donc notre enjeu maintenant est plus un enjeu en fait finalement de placement. Et comme si vous pouvez le prendre en compte, en fait, on a commencé à générer finalement des revenus financiers, pas de manière aussi importante qu'on aurait souhaité, puisque le volume en fait qu'on place est plus important, mais les taux d'intérêt ont baissé en fait entre-temps. Donc on n'a pas eu tout le revenu financier que Pascal espérait, particulièrement. Mais tu es en train de me dire que la hausse des taux d'intérêt, ça va au moins avoir un effet positif, qui est qu'on va générer plus de produits financiers. Après, on n'a pas vocation forcément à garder cette trésorerie, mais à l'investir. Donc, mais pour l'instant, en fait, oui, il n'y a plus de dette bancaire en fait pour eux. Donc c'est une bonne nouvelle. Du point de vue du cash, là, la situation de Wavestone, enfin, d'ailleurs, il y a eu pas mal de commentaires, j'ai vu sur les sites boursiers et de la part des analystes sur le fait qu'un des éléments positifs de l'exercice 2025-2026, ça a été une très forte génération de cash et une situation financière très positive. Ce qui est important au début d'un cycle, au début d'un plan stratégique, ça nous donne beaucoup de moyens pour financer nos ambitions, en particulier en matière de croissance externe. Et l'évaluation de l'action, actuellement, elle est à 46 €, elle est prédite à 60 € sur Boursorama. Est-ce que cette action va continuer à progresser ou elle stagne actuellement vu des conséquences de la guerre au Moyen-Orient? Il y a très très longtemps, on m'a donné un conseil qui est de ne jamais commenter le cours de l'action de Wavestone. Et donc, je m'y abstiens tout particulièrement, mais simplement vu qu'on est entre nous au sein du club actionnaire, ça s'arrange. Je trouve que 46 € en ce moment, c'est une affaire. Et donc, pour ma part, j'ai quelques actions de Wavestone et j'y accorde un certain crédit. Je pense qu'elles vont fortement progresser dans les années qui viennent. Pour qu'elles progressent, il faut qu'il y ait deux choses qui se produisent. C'est d'une part qu'on démontre que notre positionnement sur l'IA progressivement nous permet d'accélérer la croissance organique. Nous y croyons vraiment dur comme fer, mais il faut qu'on le démontre maintenant dans nos chiffres. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on aille au bout des transformations qu'on a évoquées en début de présentation, pour montrer qu'on est de retour sur une trajectoire nous amenant aux 15% de marge opérationnelle récurrente, qui sont notre objectif de moyen terme. On n'a pas besoin, à mon avis, pour avoir une progression significative de l'action, de revenir aux 15%, mais simplement de montrer qu'on est sur une trajectoire à nouveau de progression de notre marge opérationnelle récurrente. Et donc, j'espère qu'on va être en mesure de matérialiser ces deux éléments de manière probante dans les trimestres qui viennent.
Je vais Merci. prendre la question. Merci beaucoup, monsieur. Je vais prendre la question de Pascal Bess dans le chat. Autour de l'indépendance historique de Wavestone, cette indépendance est-elle encore garantie en travaillant de plus en plus intensivement avec les vendors IA, Microsoft, Anthropic et les autres? Le monde a changé. Avec l'IA, maintenant, le marché attend qu'on travaille plus avec les vendors, comme Microsoft, Anthropic et OpenAI, par exemple. Et comme ça, pour nous aussi, ça change. On va faire plus de travail dans l'implémentation parce que cette ségrégation entre le consulting et l'implémentation, ça commence à fondre un peu. Et pour ça, on va faire plus dans l'implémentation comme avant. Particulièrement en France, c'est un changement parce qu'en Allemagne et en Suisse, on a toujours fait ça. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas notre indépendance parce qu'on va rester indépendant, on va travailler avec toutes les auditeurs des logiciels, tous les auditeurs de l'IA. Et comme ça, les clients, ils vont avoir le choix. On ne va pas faire pas faire des partenariats exclusifs, mais il faut travailler ensemble avec les auditeurs comme OpenAI, Microsoft, etc. Parce qu'on peut créer plus de valeur pour nos clients. Et aussi pour l'acquisition des projets, c'est très important qu'on monte, qu'on est proche avec les vendeurs et qu'on peut bien comprendre leurs produits. Et comme ça va être un changement, mais on va garder l'indépendance. Parce qu'on travaille avec plusieurs et pas avec des partenariats exclusifs. Carsten, tu as vu que la qualité de ton français et l'effort que tu fais pour t'exprimer en français a été salué Merci, par oui. les membres du club actionnaire. Et en fait, le français, c'est en train de devenir ta langue maternelle. Oui, ça va commencer maintenant. Hein. Ton allemand n'a pas décollé, ton allemand est en train de Oui, parler à c'est 50 vitesses. Peut-être le chinois, parce qu'on a une question sur l'Asie dans le chat. Je ne sais pas où en sont vos compétences en chinois, messieurs, mais en tout cas, on ne parle pas d'Asie dans le plan 2030. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? L'Asie est une zone dans laquelle on a choisi de capitaliser sur notre présence, mais de ne pas faire d'investissement important. On voit que le fait d'être présent en Asie, ça nous sert en permanence. Vous savez qu'une des industries qu'on est en train de développer rapidement, c'est l'industrie du luxe. Et bien sûr, le fait d'être présent en Asie pour tous nos clients, Chanel, Hermès, L'Oréal, LVMH, c'est quelque chose qui les rassure. On est en permanence en train de dérouler des projets dans lesquels on fait appel à des équipes en Asie pour accompagner les équipes de nos clients sur place. Mais il faut faire des choix. Et notre choix, c'est de mettre le paquet sur les trois raisons qu'on a évoquées. Le fait d'être présent dans un grand nombre de pays, on est présent au total dans une quinzaine de pays. C'est un atout pour Wavestone, c'est un atout pour être en mesure de gagner des projets. Mais par contre, en termes de poids de notre activité, on a choisi de se concentrer sur le fait d'équilibrer le poids de nos activités entre les trois grandes régions que Carsten a évoqué dans le cadre de leadership, avec un accent tout particulier sur la région États-Unis et Royaume-Uni, sur laquelle on pense que le potentiel de croissance à moyen terme est plus important. Une question sur la temporisation de la transition du rôle de directeur général entre vous deux, Pascal et Carsten. Quelle est la focale première autour de cette décision? Rassurer les équipes, le marché, les clients? Aucun des trois. À vrai dire, le fait de changer le planning de transition, je considère que c'est, on fait beaucoup de pédagogie autour, mais c'est pas une nouvelle positive en soi. Ça peut poser des questions sur le fait de dire, mais est-ce que vous n'étiez pas bien préparé? Donc, on l'a fait parce qu'on pense que c'est vraiment nécessaire pour affronter les défis qu'on a besoin d'affronter, tout en étant conscient que c'était un signal qui pouvait être mal interprété. Donc, on est clair sur finalement ce qu'on fait et on n'a pas voulu masquer le fait que
j'allais rester peut-être un peu plus au charbon un peu plus longtemps que prévu, mais c'est avant tout un enjeu opérationnel, ce n'est pas du tout un enjeu de communication vis-à-vis de l'une de nos parties prenantes. Oui, on a beaucoup de travail devant nous. Ce sont des tâches difficiles avec la nouvelle stratégie et aussi les défis, comme on a parlé, l'IA et aussi les tensions géopolitiques. Et il faut restaurer la puissance, ignite the spark again de Wavestone pour avoir pour réussir. Et pour ça, il faut avoir la direction la plus forte pour l'entreprise et de notre avis, ce serait une erreur de laisser partir Pascal. Il nous reste 2 petites minutes, le temps peut-être de parler de nos futurs bureaux parisiens et de l'impact que l'on en attend sur la vie de l'entreprise, notamment en termes d'attractivité RH ou de notoriété. Alors, oui, déjà des nouvelles de ce futur flagship, on a pris de manière très étonnante dans le domaine du BTP, on a pris un petit peu de retard, on a décalé d'un trimestre l'emménagement dans ces locaux, mais nous serons dans ces nouveaux locaux dans le courant du deuxième trimestre 2027. On pourra profiter de l'été, on pourra profiter des rooftops de ce nouveau flagship l'été prochain. Et soyons clairs, il y a un objectif et un seul dans le cadre de ce nouveau flagship, c'est de pouvoir accueillir les membres du club actionnaire dans des locaux magnifiques et de pouvoir ensemble prendre le café sur la terrasse. De manière marginale, il y a d'autres objectifs et si je les prends par ordre décroissant, il y a un objectif d'attractivité vis-à-vis de nos candidats. Le fait d'être à la Défense, ça n'est pas, selon nous, une difficulté en matière de rétention, mais par contre, c'est une vraie difficulté en matière d'attractivité. C'est un point faible. Quand on interroge, généralement, les candidats n'osent pas trop le dire. C'est pas très glorieux de dire, finalement, je me pose la question de venir chez Wavestone parce que la Défense, ça ne me plaît pas. Mais quand on creuse, on voit que finalement, en particulier vis-à-vis des jeunes diplômés, c'est un petit point faible. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un atout manquant dans notre capacité à attirer les meilleurs talents du marché. Et ensuite, c'est de faire plus revenir les clients chez Wavestone. Au fil des années, la Défense est devenue un environnement de moins en moins attractif et on n'arrive plus à faire venir nos clients dans les locaux de Wavestone. C'est super important pour un cabinet de conseil d'accueillir ses clients. Cabinet de conseil, c'est très éthéré, c'est quelque chose parfois que nos clients ont du mal à matérialiser. Le fait de les faire venir dans nos locaux, instantanément, ça incarne la marque, ça leur donne une image de ce qu'est le cabinet de conseil. Et donc, on tient beaucoup à faire venir nos clients dans nos locaux, mais je dirais que c'est un enjeu un petit peu moins important que l'enjeu d'attractivité des candidats que j'ai évoqués. Merci beaucoup. Comme le disait Valérie, Paris 17e sera mieux que Saint-Quentin en Yvelines, mais ça rappelle pour autant de bons souvenirs, j'imagine. Écoutez, je vous propose d'en rester là, puisque nous avons atteint la fin de notre créneau. Peut-être quelques messages rapides juste avant de conclure. Le premier concerne nos prochains rendez-vous et notamment l'Assemblée générale des actionnaires qui aura lieu au lendemain de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 26-27. Une assemblée générale qui aura donc lieu le 30 juillet à 9 h au pavillon Gabriel. Et sous la pression, je ne dirais pas constante, mais je dirais forte, de Pascal, je m'engage à ce que le cocktail soit à la hauteur du lieu et que nous passions tous ensemble un agréable moment. Donc, n'hésitez pas à venir. Le deuxième message que je voudrais passer, c'est que finalement, le club actionnaire aujourd'hui est composé de personnes très diverses dans leur âge, dans leurs activités, etc. Donc, on a essayé de faire un rendez-vous aujourd'hui sur la pause déjeuner. N'hésitez pas à nous partager par email si ce créneau est un créneau qui vous convient ou si vous préférez d'autres moments dans la journée. On apprend aussi avec vous. Et puis, le troisième message que je voudrais passer, c'est de vous remercier. Déjà, remercier Pascal, Carsten et Laurent, et notamment Carsten, pour s'être exprimé en français aujourd'hui. Et merci à vous tous d'avoir été présents. Le replay de cette réunion sera mis en ligne sur le site internet de Wavestone et on vous donne rendez-vous le 30 juillet. Merci beaucoup. Et merci à tous. Merci à tous.